Chers auditeurs, installez-vous confortablement, car l'histoire que je m'apprête à vous raconter va vous glacer le sang jusqu'à la dernière seconde. Imaginez une petite ville paisible où, tous les 10 ans exactement, un enfant disparaît sans laisser de traces. Pas de témoins, pas de corps, pas d'explication. Juste le silence assourdissant d'une communauté qui retient son souffle, attendant que le cauchemar se répète. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le hasard. C'est un schéma qui se répète depuis plus d'un demi-siècle et personne n'a encore réussi à percer ce mystère terrifiant. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les ombres de cette petite ville, explorer chaque disparition, analyser chaque détail troublant et tenter de comprendre ce qui se cache derrière ce cycle infernal. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre perception de la sécurité dans nos petites communautés tranquilles. Notre histoire commence dans une bourgade que nous appellerons Saint-Mont, nichée au cœur d'une région rurale française. Une de ces villes où tout le monde se connaît, où les portes restent ouvertes et où les enfants jouent librement dans les rues pavées. Du moins, c'était le cas avant que quelqu'un ne remarque le schéma. C'était en 2015 lorsqu'une bibliothécaire à la retraite, Madame Lucienne Moreau, feuilletait les archives du journal local. Passionnée d'histoire locale, elle compilait des anecdotes pour un livre sur la ville. C'est alors qu'elle a fait une découverte qui allait changer la perception de toute la communauté. En 2005, le petit Thomas Blanchard, 7 ans, avait disparu lors d'une fête foraine en octobre. En 1995, c'était Sophie Duchamp, 8 ans, qui s'était volatilisée en revenant de l'école. En 1985, Marc Lefebvre, 9 ans, n'était jamais rentré de son entraînement de football. Et ainsi de suite, remontant jusqu'en 1965. Madame Moreau a soigneusement étalé les coupures de presse sur sa table de cuisine. Les dates étaient là, implacables, octobre 1965, octobre 1975, octobre 1985, octobre 1995, octobre 2005. Toujours en octobre, toujours un enfant entre 6 et 10 ans, toujours sans témoin direct, et toujours exactement 10 ans après la précédente disparition. La probabilité statistique qu'il s'agisse d'une coïncidence était infinitésimale. Quelqu'un, ou quelque chose, suivait un calendrier précis. Remontons en 1965, au tout début de cette série cauchemardesque. La France d'après-guerre se modernisait, mais Saint-Mont restait ancré dans ses traditions. Le 23 octobre 1965, un jeune garçon nommé Pierre Dubois, 6 ans et demi, participait à la fête des vendanges avec sa famille. Ses parents, vignerons respectés de la région, l'avaient emmené voir le défilé des chars décorés. Pierre était un enfant joyeux, curieux, qui aimait parler avec tout le monde. Vers 16 heures, alors que la foule se massait sur la place principale, Pierre a demandé à sa mère s'il pouvait aller voir les chevaux de plus près. Sa mère a accepté, pensant qu'il resterait à portée de vue. Mais Pierre n'est jamais revenu. Lorsque ses parents ont commencé à s'inquiéter une demi-heure plus tard, ils ont lancé un appel. La foule entière s'est mobilisée. On a fouillé chaque recoin de la place, chaque ruelle adjacente, chaque boutique. Rien. Pierre Dubois s'était évaporé. Les recherches ont duré des semaines. Les gendarmes ont interrogé des centaines de personnes. Personne n'avait rien vu. C'était comme si la terre l'avait englouti. Avec le temps, les théories se sont multipliées. Enlèvement par un inconnu de passage, accident tragique, fut inexpliqué pour un si jeune enfant. Mais aucune preuve n'a jamais émergé. 10 ans plus tard, jour pour jour, le 23 octobre 1975, c'était au tour de Martine Roussel, 8 ans, de disparaître. Cette fois, c'était lors d'une sortie scolaire à la forêt de Saint-Mont. Les enfants ramassaient des châtaignes sous la supervision de 2 institutrices. Lors du comptage avant le retour, Martine manquait à l'appel. Les battues forestières ont mobilisé des centaines de volontaires pendant des jours. On a même fait appel à des chiens pisteurs venus de Lyon. Mais Martine avait disparu sans laisser la moindre trace, pas même un vêtement accroché à une branche. À l'époque, personne n'avait encore fait le lien avec la disparition de Pierre, 10 ans plus tôt. Les gens avaient tendance à oublier, à vouloir tourner la page. Mais le destin allait se répéter, encore et encore. En 1985, quand Marc Lefebvre a disparu, certaines personnes âgées ont commencé à murmurer. C'est comme pour la petite Martine, disait-elle, mais leurs inquiétudes ont été balayées comme des superstitions de vieux. Après tout, comment une série de disparitions espacées de 10 ans pourrait-elle être liée? Marc avait 9 ans et demi. Passionné de football, il s'entraînait 3 fois par semaine avec l'équipe junior de Saint-Mont. Le 23 octobre 1985, après l'entraînement du soir, il était parti à vélo vers chez lui. Le trajet ne prenait que 10 minutes. Son vélo a été retrouvé le lendemain matin,
soigneusement appuyé contre un arbre à mi-chemin entre le terrain de football et sa maison. Pas de traces de lutte, pas de témoins. L'enquête de 1985 a été plus approfondie que les précédentes grâce aux progrès technologiques. On a analysé le vélo à la recherche d'empreintes, on a interrogé tous les habitants vivant sur le trajet, on a même consulté un profileur psychologique, une pratique encore peu courante en France à l'époque. Mais comme pour les deux cas précédents, l'enquête s'est soldée par un échec. En 1995, la disparition de Sophie Duchamp a marqué un tournant. Sophie, 8 ans, était une fillette brillante, première de sa classe. Le 23 octobre 1995, elle rentrait de l'école à pied, comme tous les jours. Sa mère l'attendait à la maison avec un goûter préparé. Sophie n'est jamais arrivée. Cette fois, l'enquête a été immédiatement liée aux disparitions précédentes. Un journaliste du journal régional, Antoine Mercier, a publié un article intitulé « Le mystère des Octobres ». Pour la première fois, le schéma était exposé publiquement. La panique s'est emparée de la ville. Les autorités ont organisé des réunions publiques. Des psychologues sont venus expliquer comment protéger les enfants. Des patrouilles de parents se sont organisées. Mais malgré toutes ces précautions, Sophie Duchamp n'a jamais été retrouvée, vivante ou morte. Après la disparition de Sophie, les autorités ont pris l'affaire très au sérieux. Une cellule spéciale a été créée, dirigée par le commandant Bernard Fontaine, un enquêteur expérimenté de la Gendarmerie nationale. Fontaine était un homme méthodique, obsédé par les détails, et cette affaire est devenue sa mission personnelle. Il a commencé par réexaminer tous les dossiers depuis 1965. Il a cherché des points communs au-delà des dates. Tous les enfants disparus étaient scolarisés à l'école primaire de Saint-Mont. Tous venaient de familles modestes mais respectées. Tous étaient décrits comme des enfants sociables, sans problème particulier. Tous avaient disparu un 23 octobre, quelle que soit l'année. Fontaine a également découvert quelque chose de troublant dans les témoignages. Dans plusieurs cas, des personnes avaient mentionné avoir vu un homme en manteau sombre dans les environs, mais les descriptions étaient si vagues qu'elles auraient pu correspondre à n'importe qui. Un homme grand ou de taille moyenne, avec une barbe ou rasé de près. Les témoignages, l'hypothèse d'un prédateur en série semblait évidente, mais avec un détail déconcertant. Pourquoi attendre 10 ans de chaque crime? Les criminologues consultés ont expliqué que c'était totalement atypique. Les prédateurs d'enfants ont généralement un rythme beaucoup plus rapproché. 10 ans était une anomalie qui ne correspondait à aucun profil connu. Une autre théorie a émergé. Et si ce n'était pas la même personne? Et si c'était une sorte de rituel transmis? Ou une malédiction locale? Cette dernière hypothèse peut sembler ridicule. Mais dans une petite ville où les légendes se transmettent de génération en génération, elle a trouvé un écho inquiétant. En 2005, alors que le mois d'octobre approchait, toute la ville était sur les nerfs. Les parents gardaient leurs enfants à la maison. Les écoles avaient renforcé la surveillance. La gendarmerie avait déployé des patrouilles supplémentaires. Mais malgré toutes ces précautions, Thomas Blanchard, 7 ans, a disparu. Thomas participait à une fête foraine organisée sur la place du village. Ses parents ne l'ont pas quitté des yeux de la soirée, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. À 18h30, pendant qu'ils achetaient des tickets pour le manège, Thomas a voulu aller aux toilettes. Son père l'a accompagné jusqu'à la porte des toilettes publiques, située à 20 mètres à peine. « J'attends ici », lui a-t-il dit. Après 5 minutes, inquiet, le père est entré. Les toilettes étaient vides. Thomas avait disparu. Comment était-ce possible? Comment quelqu'un avait-il pu enlever un enfant en plein jour, au milieu d'une foule, avec son père qui attendait à la porte? L'analyse des caméras de surveillance, la ville venait d'en installer quelques-unes, n'a montré aucun suspect sortant des toilettes avec un enfant. Thomas Blanchard s'était littéralement volatilisé. Au fil des années, de nombreuses théories ont été avancées pour expliquer ces disparitions mystérieuses. Explorons ensemble les principales hypothèses qui ont alimenté les conversations et les cauchemars des habitants de Saint-Mont. La première théorie, et la plus évidente, est celle du prédateur immortel. Certains imaginent qu'un individu malveillant, qui aurait aujourd'hui plus de 70 ans s'il avait commencé en 1965, continue son œuvre macabre. Mais cette théorie pose problème. Comment une personne aussi âgée pourrait-elle encore avoir la force et l'agilité nécessaires pour enlever des enfants sans se faire remarquer? La deuxième théorie évoque une lignée de criminels. Une famille, une secte ou une organisation qui transmettrait ce rituel de génération en génération. Cette hypothèse expliquerait pourquoi le mode opératoire reste similaire malgré les décennies. Mais aucune preuve d'une telle organisation n'a jamais été découverte à Saint-Mont ou dans les environs. La troisième théorie, plus sombre encore, suggère l'implication de personnalités respectées de la ville.
Plusieurs suspects ont été interrogés au fil des ans. L'ancien maire qui était en fonction lors des 3 premières disparitions, un prêtre qui avait enseigné le catéchisme à plusieurs des victimes, un médecin de famille qui avait soigné tous les enfants disparus. Mais aucun n'a jamais été formellement inculpé, faute de preuves. Il y a eu aussi des fausses pistes spectaculaires. En 1998, un homme s'est présenté à la gendarmerie, affirmant être responsable des disparitions. Il a été incarcéré, interrogé pendant des semaines. Mais son alibi pour plusieurs des dates clés était irréfutable. Il était en prison lors de la disparition de 1975. C'était un mythomane en quête d'attention. En 2007, une voyante célèbre a été consultée par des familles désespérées. Elle a affirmé que les enfants étaient retenus dans un réseau souterrain sous la ville, des anciennes carrières médiévales. Des fouilles ont été organisées. Rien n'a été trouvé, si ce n'est quelques grottes naturelles vides et des galeries effondrées. La frustration des familles est indescriptible. Imaginez vivre avec l'incertitude, ne jamais savoir ce qui est arrivé à votre enfant. Pas de corps à enterrer, pas de coupable à confronter, juste un vide béant qui ne se referme jamais. Quand Madame Moreau a découvert le schéma en début 2015, elle a immédiatement contacté les autorités. Le commandant Fontaine, maintenant à la retraite mais toujours obsédé par cette affaire, a été consulté. Ensemble, ils ont préparé la ville pour l'octobre qui approchait. Cette fois, les mesures de sécurité étaient sans précédent. Dès le 1er octobre, toutes les écoles de Saint-Mont ont été placées sous surveillance renforcée. Des gendarmes en civil patrouillaient les rues. Des systèmes de caméras de surveillance avaient été installés dans toute la ville. Les parents étaient terrifiés. Beaucoup ont choisi de quitter temporairement la ville avec leurs enfants pendant tout le mois d'octobre. Le 23 octobre 2015 est arrivé. C'était un vendredi gris et pluvieux. La ville était comme morte. Les rues, habituellement animées, étaient désertes. Les rares enfants encore présents étaient cloîtrés chez eux. Les commerces avaient fermé tôt. Saint-Mont ressemblait à une ville fantôme. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, quelque chose d'étrange s'est produit. Ou plutôt, rien ne s'est produit. Aucun enfant n'a disparu ce jour-là. Ni le lendemain, ni les jours suivants. Octobre 2015 s'est achevé sans incident. Le soulagement était palpable, mais teinté d'une inquiétude persistante. Pourquoi le schéma avait-il été brisé? Était-ce grâce aux mesures de sécurité? Le responsable avait-il été dissuadé? Était-il mort? Ou avait-il simplement décidé de changer de tactique? Certains ont célébré, pensant que le cauchemar était enfin terminé. D'autres, plus prudents, préféraient attendre. Le commandant Fontaine, lui, n'était pas convaincu. Un prédateur qui suit un schéma aussi rigide pendant 50 ans ne s'arrête pas simplement parce qu'il y a quelques caméras supplémentaires, disait-il à qui voulait l'entendre. En 2017, 2 ans après l'octobre sans disparition, un événement inattendu a relancé l'enquête. Un vieil homme sur son lit de mort, François Mercier, 87 ans, a demandé à voir un prêtre. Mais ce n'était pas pour une confession religieuse. Il voulait parler à la gendarmerie. François Mercier était un habitant de Saint-Mont depuis sa naissance. Il avait été instituteur pendant 40 ans avant de prendre sa retraite en 1995. Il était respecté, aimé, considéré comme un pilier de la communauté. Ce qu'il s'apprêtait à révéler allait bouleverser toute la ville. Dans son témoignage haletant, entrecoupé de longues pauses, François a raconté qu'il savait quelque chose sur la première disparition, celle de Pierre Dubois en 1965. Il avait 27 ans à l'époque et venait juste de commencer sa carrière d'enseignant. Ce jour-là, lors de la fête des vendanges, il avait vu quelque chose qu'il n'avait jamais osé raconter. Il avait vu son propre père, Albert Mercier, parler avec le petit Pierre près des écuries où étaient gardés les chevaux du défilé. Il les avait vus s'éloigner ensemble vers le vieux moulin abandonné à la sortie du village. François avait trouvé cela étrange, mais son père était instituteur lui aussi, et il connaissait tous les enfants du village. Il n'avait pas pensé à mal sur le moment. Mais quand Pierre avait été déclaré disparu quelques heures plus tard, François avait eu un terrible pressentiment. Il était rentré chez lui et avait trouvé son père lavant frénétiquement ses vêtements, ce qui était inhabituel pour un homme de cette époque. Quand François lui avait demandé s'il avait vu le petit Pierre, son père avait eu une réaction terrifiante. Il avait saisi son fils par le col et lui avait dit, les yeux fous, « Tu n'as rien vu, tu ne diras rien. C'est pour le bien de la famille. C'est pour le bien du village. » François, jeune et terrifié par cet homme qu'il ne reconnaissait plus, avait gardé le silence. Pendant des décennies, ce secret l'avait rongé de l'intérieur. Mais maintenant, face à la mort, il ne pouvait plus porter ce fardeau. L'enquête a immédiatement été rouverte.
Le vieux moulin, démoli depuis longtemps et remplacé par un lotissement, a été fouillé. Et là, sous les fondations d'une des maisons construites en 1970, les enquêteurs ont fait une découverte macabre, des ossements d'enfants. 5 squelettes au total. Les analyses ADN ont confirmé l'identité de 4 des victimes, Pierre Dubois, Martine Roussel, Marc Lefebvre et Sophie Duchamp. Le 5e squelette n'a jamais pu être identifié, suggérant qu'il pourrait y avoir eu d'autres victimes dont on ignorait l'existence. La révélation de François Mercier a ouvert une boîte de Pandore. Si son père, Albert Mercier, était responsable des premières disparitions, qui avait pris le relais après sa mort en 1992? Et pourquoi le schéma avait-il continué avec la même précision? L'enquête approfondie sur la famille Mercier a révélé des secrets troublants. Albert Mercier n'était pas l'homme respectable que tous croyaient connaître. Des documents retrouvés dans sa maison, que François avait conservés après sa mort, montraient une obsession malsaine pour un ancien rituel païen lié au cycle lunaire et au sacrifice d'enfants. Albert croyait fermement qu'en offrant un enfant tous les 10 ans, il protégeait la ville de malheurs plus grands. Dans ses carnets, il parlait d'une vision qu'il avait eue en 1964, lui ordonnant de commencer ce rituel en 1965. Il était convaincu que s'il ne le faisait pas, toute la ville serait détruite par une catastrophe. Mais Albert n'avait pas agi seul. Ses écrits mentionnaient un successeur qu'il formait, quelqu'un qui devrait continuer après lui. Ce successeur était son fils cadet, Henri Mercier, le frère de François. Henri était mort dans un accident de voiture en 2014, juste un an avant l'octobre 2015 où aucune disparition n'avait eu lieu. Tout prenait soudainement sens. Henri avait continué le travail macabre de son père après 1992. Sa mort en 2014 expliquait pourquoi le cycle s'était arrêté en 2015. Mais qu'en était-il de Thomas Blanchard, disparu en 2005? Son corps n'avait pas été retrouvé avec les autres sous le vieux moulin. Une perquisition au domicile d'Henri Mercier, que sa veuve habitait encore, a mené à une autre découverte horrifiante. Dans une cave secrète aménagée sous le garage, les enquêteurs ont trouvé un espace qui avait manifestement servi de prison. Sur les murs étaient gravés des noms et des dates. Parmi eux, Thomas Blanchard, 2005 à 2006. La chronologie devenait plus claire et plus terrible. Thomas avait été retenu prisonnier pendant 1 an avant de mourir. Son corps avait été enterré ailleurs, dans un lieu que les enquêteurs recherchent encore aujourd'hui. La révélation de la vérité a eu un impact dévastateur sur Saint-Mont. La communauté, qui avait vécu dans la peur pendant des décennies, devait maintenant faire face à une réalité encore plus troublante. Les monstres n'étaient pas des étrangers venus de l'extérieur, mais des membres respectés de leur propre communauté. François Mercier est décédé 3 jours après avoir fait sa déposition. Beaucoup ont dit qu'il avait tenu le coup juste assez longtemps pour libérer sa conscience. Son courage tardif, bien que controversé, a permis de résoudre l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire criminelle française. Les familles des victimes ont eu des réactions mitigées. Certaines ont trouvé un certain réconfort dans le fait de savoir enfin ce qui était arrivé à leurs enfants et de pouvoir leur offrir des funérailles dignes. D'autres étaient rongées par la colère. Si François avait parlé en 1965, combien de vies auraient pu être sauvées? La veuve d'Henri Mercier a affirmé n'avoir jamais rien su des activités de son mari. L'enquête a confirmé qu'elle ne savait probablement pas, mais des doutes subsistent. Comment peut-on vivre avec quelqu'un pendant des décennies sans remarquer quoi que ce soit d'étrange? Saint-Mont a dû entamer un long processus de guérison. Des psychologues sont venus aider la communauté à surmonter le traumatisme collectif. Un mémorial a été érigé sur la place du village, portant les noms de toutes les victimes connues. Chaque 23 octobre, une cérémonie de commémoration a lieu, non pas pour entretenir la peur, mais pour honorer la mémoire des enfants perdus. La ville a également changé physiquement. Le lotissement construit sur l'ancien moulin a été démoli et le terrain transformé en parc dédié aux enfants, symbole de vie et d'espoir après tant d'années de ténèbres. Malgré la résolution officielle de l'affaire, de nombreuses questions restent sans réponse, alimentant encore aujourd'hui les discussions dans les cafés de Saint-Mont et au-delà. Premièrement, qui était le 5e enfant retrouvé sous le moulin? Les bases de données d'enfants disparus ont été épluchées, mais aucune correspondance n'a été trouvée. Cet enfant était-il de Saint-Mont? D'une ville voisine? Pourquoi sa disparition n'a-t-elle jamais été signalée? Deuxièmement, Albert Mercier a-t-il vraiment agi par conviction délirante ou y avait-il un mobile plus sombre? Certains psychologues qui ont étudié ses écrits suggèrent qu'il pourrait avoir utilisé le prétexte du rituel pour satisfaire des pulsions pédocriminelles. D'autres pensent qu'il était véritablement psychotique et croyaient sincèrement protéger la ville. Troisièmement, comment Henri a-t-il pu accepter de continuer le travail de son père?
Les carnets d'Albert suggèrent qu'il a formé Henri de son adolescence, le manipulant psychologiquement pendant des années. Henri était-il une victime avant de devenir un bourreau? Ou était-il un prédateur qui avait simplement trouvé une justification pour ses actes? Quatrièmement, pourquoi exactement 10 ans? Les psychiatres consultés ont proposé diverses théories. Les cycles lunaires ne correspondent pas à 10 ans, donc ce n'était pas une véritable croyance païenne. Certains pensent qu'Albert voulait simplement espacer suffisamment les crimes pour réduire les risques d'être découvert, tout en maintenant un schéma qui lui donnait l'illusion de contrôle et de pouvoir. Cinquièmement, où est Thomas Blanchard? Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Henri avait-il un autre lieu de sépulture? Des recherches continuent sporadiquement, basées sur l'étude des propriétés qu'Henri possédait ou fréquentait. Chaque année, quelqu'un relance les recherches, espérant donner une sépulture à ce dernier enfant. Enfin, y a-t-il eu d'autres complices? Les témoignages mentionnant un homme en manteau sombre correspondent-ils à Albert ou Henri, ou y avait-il une tierce personne? Cette question hante encore les enquêteurs. L'histoire tragique de Sainte-Maure nous enseigne plusieurs leçons cruciales sur la nature humaine, la sécurité de nos enfants et le fonctionnement des communautés. La première leçon concerne le danger de l'autorité respectée. Albert et Henri Mercier étaient des figures respectées, un instituteur et un comptable, des hommes discrets, aimables, intégrés. Ils représentent le parfait exemple du loup déguisé en agneau. Trop souvent, nous baissons notre garde face aux personnes en position de confiance, oubliant que les prédateurs comptent précisément sur cette confiance pour opérer. La deuxième leçon porte sur l'importance de parler. François Mercier a gardé le silence pendant 52 ans par peur et par loyauté familiale mal placée. S'il avait parlé en 1965, 5 vies auraient pu être sauvées, peut-être plus. Son cas illustre le poids terrible du silence complice et nous rappelle que nous avons une responsabilité morale de signaler toute information qui pourrait protéger les plus vulnérables. La troisième leçon concerne la vigilance communautaire. Malgré la surveillance accrue en 2005, Thomas Blanchard a disparu. Mais en 2015, la mobilisation exceptionnelle a potentiellement dissuadé Henri d'agir, même si sa mort est la raison probable de l'interruption du cycle. Cela nous montre que la protection de nos enfants nécessite une vigilance constante, pas seulement des mesures réactives après un drame. La quatrième leçon touche à la santé mentale. Albert Mercier souffrait manifestement de délires sévères. Son entourage avait-il remarqué des signes? Probablement, mais à une époque où la maladie mentale était taboue et où consulter un psychiatre était considéré comme honteux. Aujourd'hui encore, nous devons déstigmatiser la santé mentale et encourager les personnes en souffrance à chercher de l'aide. La cinquième leçon concerne les cycles de violence. Henri Mercier a probablement été manipulé et traumatisé par son père dès l'adolescence. Comment un enfant exposé à de telles horreurs peut-il grandir normalement? Cette affaire souligne l'importance d'identifier et de protéger les enfants exposés à des environnements toxiques, car ils risquent de perpétuer la violence qu'ils ont subie. Aujourd'hui, en 2025, Sainte-Maure s'est reconstruit. La ville a une population légèrement inférieure à ce qu'elle était dans les années 1960, beaucoup de familles ayant choisi de partir après les révélations. Mais ceux qui sont restés ou qui ont choisi de s'installer depuis forment une communauté soudée, déterminée à ce que l'histoire ne se répète jamais. L'école primaire a été entièrement rénovée et porte désormais le nom d'Émile Vernier, un ancien maire qui s'était battu pour améliorer la sécurité des enfants bien avant que le schéma ne soit découvert. Les salles de classe affichent des numéros d'urgence et des programmes d'éducation à la sécurité personnelle font partie intégrante du curriculum. La gendarmerie locale a développé des protocoles spécifiques pour les disparitions d'enfants, protocoles qui ont depuis été adoptés dans toute la région. Ils incluent une réponse immédiate dans les premières heures, l'analyse systématique des schémas temporels et une attention particulière aux figures d'autorité respectées qui pourraient être au-dessus de tout soupçon. Sainte-Maure est étudié dans les écoles de police et de criminologie à travers la France. Il est devenu un exemple classique de prédateur patient, un type de criminel rare mais particulièrement dangereux qui peut opérer pendant des décennies sans être détecté en espaçant suffisamment ses crimes. Des documentaires ont été réalisés, des livres écrits, mais la ville de Sainte-Maure a demandé que son véritable nom ne soit pas utilisé dans ses productions, cherchant à protéger sa nouvelle identité. Les habitants veulent être connus pour leur résilience et leur espoir, pas seulement pour leur tragédie. Chaque année, le 23 octobre, les cloches de l'église sonnent 5 fois à 16 heures, une fois pour chaque victime identifiée. C'est un moment de recueillement, mais aussi de rappel. Nous ne devons jamais oublier, mais nous ne devons pas non plus laisser le passé définir notre avenir. L'histoire de Sainte-Maure soulève une question dérangeante. Cela pourrait-il arriver ailleurs? Existe-t-il d'autres petites villes où des schémas similaires passent inaperçus? La réponse, malheureusement, est probablement oui. Les statistiques sont troublantes.
En France, environ 50 000 disparitions d'enfants sont signalées chaque année. Heureusement, la grande majorité sont résolues rapidement, souvent des fugues ou des malentendus. Mais quelques centaines restent inexpliquées. L'affaire de Sainte-Maure a inspiré plusieurs enquêteurs à réexaminer des dossiers anciens avec un œil nouveau, cherchant des schémas temporels. En 2018, dans une région de Bretagne, une série de 4 disparitions espacées de 7 ans a été identifiée. L'enquête est toujours en cours, mais l'approche méthodologique développée suite au cas de Sainte-Maure s'avère précieuse. Les experts en profilage criminel nous rappellent cependant de ne pas voir des schémas là où il n'y en a pas. L'être humain a une tendance naturelle à trouver des motifs et des connexions, même dans des événements aléatoires. C'est ce qu'on appelle la pareidolie narrative. Toutes les coïncidences ne sont pas des conspirations. Tous les schémas apparents ne sont pas intentionnels. Néanmoins, l'histoire de Sainte-Maure nous enseigne la valeur de la méthode statistique en criminologie. Madame Moreau, une simple bibliothécaire, a résolu une affaire qui échappait aux professionnels depuis des décennies, simplement en prenant le temps de compiler les données historiques. Cela souligne l'importance des archives bien tenues et accessibles. Aujourd'hui, avec les bases de données informatisées et les algorithmes d'analyse, il est théoriquement plus difficile pour de tels schémas de passer inaperçus. Mais la technologie n'est efficace que si les données sont correctement entrées et si quelqu'un prend le temps de les analyser. Les budgets serrés et le manque de personnel dans de nombreux services de police signifient que des cas anciens restent souvent non résolus dans des cartons poussiéreux. Chers auditeurs, nous arrivons au terme de ce voyage troublant dans les ombres de Sainte-Maure. Cette histoire, aussi horrifiante soit-elle, est avant tout un témoignage de la résilience humaine face au mal. Les familles des victimes, après des décennies d'incertitude, ont finalement obtenu des réponses. Ce n'est pas une consolation totale. Rien ne peut ramener leurs enfants, mais savoir est toujours préférable à l'ignorance, même quand la vérité fait mal. François Mercier, malgré ses 52 ans de silence, a finalement fait le choix du courage. Il nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, même si cela a un coût personnel énorme. La communauté de Sainte-Maure nous montre qu'il est possible de se reconstruire après l'impensable, de transformer la tragédie en force, la peur en vigilance et le désespoir en espoir. Cette affaire nous interpelle tous en tant que parents, grands-parents, membres de la société. Nous avons la responsabilité collective de protéger nos enfants, pas seulement physiquement, mais aussi en créant un environnement où la vérité peut être dite, où les secrets toxiques ne peuvent prospérer, où la santé mentale est prise au sérieux. Elle nous rappelle aussi que le mal peut porter un visage banal, respectable, familier. Les monstres des histoires que nous racontons pour effrayer les enfants sont souvent moins dangereux que les prédateurs ordinaires qui se cachent derrière un sourire et une position de confiance. Mais surtout, l'histoire de Sainte-Maure nous enseigne l'importance de la mémoire collective. En nous souvenant, en racontant ces histoires, nous honorons les victimes et nous nous protégeons contre l'oubli qui permettrait à l'histoire de se répéter. Alors, mes chers auditeurs, je vous laisse avec une question qui mérite réflexion, et j'aimerais connaître votre opinion dans les commentaires. Dans votre propre communauté, prenez-vous suffisamment au sérieux la sécurité de vos enfants? Ou est-il trop facile de penser que cela n'arrive qu'aux autres? Et si vous découvriez un schéma troublant dans l'histoire de votre ville, auriez-vous le courage de creuser plus profondément, même si cela bouleverse des certitudes confortables? Cette histoire vous a touché? Elle vous a fait réfléchir? Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains podcasts qui explorent les mystères, les affaires non résolues et les histoires vraies qui défient l'entendement. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'un nouvel épisode est disponible. Partagez également cet épisode avec vos proches, parce que ces histoires, aussi difficiles soient-elles, méritent d'être connues. Elles nous rappellent notre humanité, notre vulnérabilité, mais aussi notre capacité à surmonter l'adversité. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions, vos questions ou même vos propres histoires de mystères locaux. Je lis tous vos messages et cela nourrit mes recherches pour les prochains épisodes. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout, restez vigilants. Le monde peut être sombre parfois, mais ensemble, nous pouvons faire la lumière. À bientôt pour une nouvelle histoire et n'oubliez pas, abonnez-vous.